Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, monsieur Merino. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Dans l'une de ces vies, vous êtes Felipe Merino, laborantin pour une entreprise respectable de pharmaceutique. Vous avez un numéro de sécurité sociale, vous payez vos impôts et vous proposez à votre logeuse de descendre ses poubelles. Mais vous avez une autre vie électronique. Vous présentez un podcast connu sous le nom de Poil au rock, virtuellement coupable de tous les crimes punis par la police du rock. Mais une seule de ces vies a un avenir. L'autre n'en a aucun. Qu'il me soit permis de vous expliquer ce qui vous amène ici, monsieur Merino. Nous comptons sur vous pour nous fournir des aveux. Et si vous coopérez, nous serions prêts à alléger votre peine. Ouais, ça a l'air d'un marché honnête. Mais j'ai mieux à vous proposer. Si ça vous branche, vous vous carrez ça dans le cul. Et vous m'envoyez mon avocat. Monsieur Merino, vous me décevez vraiment. Et vous m'aurez pas avec votre numéro de Gestapo. Je connais mes droits et je peux appeler mon avocat. Mais dites-moi, monsieur Merino, à quoi bon téléphoner si vous êtes dans l'incapacité de parler? Oui, allô? Hi, it's Slimmy. Oh, bonjour, votre santé. Comment allez-vous? Yeah, I'm fine. This guy you arrested. Oui. Don't fuck with him, or I'll fuck your lady and I'll kill you. Oh. Understand? Oui, c'est très clair, monsieur. Alright. Santé. Say hi to him for me. And bye. Je n'y manquerai pas. Mes hommages. Libérez-le. Il semblerait que vous vous en sortiez indemne cette fois-ci, monsieur Merino. Mais n'oubliez pas que parfois la roue peut tourner. C'est ça. Eh ben, sayonara, randonnage, hein. Et t'embrasseras bien ta femme de ma part, hein. Salut les poilus, je suis de retour avec un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe qui est devenu une légende du death metal américain, j'ai nommé... pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai dit Morbid Angel. Dans le cas ici présent, il n'est pas nécessaire de tourner autour du pot et je pense qu'on sera tous d'accord pour classer Morbid Angel dans le style death metal. Ah non, pas moi. Moi je les classerais plutôt dans un style entre le grindcore et le death metal progressif. Aussi. L'histoire démarre en 1981 à Tampa, en Floride, lorsque le jeune Trey Azagtot, âgé de 16 ans, de son vrai nom George Emmanuel, troisième du nom, reçoit sa première guitare, une Gibson SG sur laquelle il fait rajouter un vibrato. Un peu plus tard, il s'équipe de diverses pédales d'effet et acquiert sa fameuse wah-wah de chez Morley.
C'est au lycée que le jeune George forme son premier groupe nommé Ice avec quelques-uns de ses camarades. Il cite Mozart parmi ses plus grandes influences musicales, mais aussi des musiciens tels que Tommy Iommi, Eddie Van Halen, Jimi Hendrix ou encore Randy Rhoads. Le répertoire du groupe se compose essentiellement de reprises de Judas Priest, Iron Maiden et Black Sabbath. Après avoir obtenu son diplôme, le jeune George commence à écrire ses propres chansons et fonde son second groupe nommé Heretic avec un certain Dallas Ward à la basse et Mike Browning, futur membre fondateur du groupe Nocturnus, à la batterie. Le trio démarre en tant que groupe instrumental jusqu'à ce que Dallas Ward se motive à chanter. Un peu plus tard, le groupe se rebaptise Morbid Angel et le jeune George en profite pour se trouver un pseudonyme beaucoup plus couillu. Il choisit Trey en rapport au George Emmanuel IIIe du nom et Azathoth en référence au dieu Azathoth du mythe de Cthulhu, étant un fervent lecteur de l'œuvre de H.P. Lovecraft. C'est également dans l'univers de Lovecraft, et plus particulièrement dans le Necronomicon, qu'il puise son inspiration pour les textes des chansons. Morbid Angel se met en quête d'un frontman et le trouve en la personne de Kenny Bamber, qui occupe le poste de chanteur. Le quatuor enregistre donc sa première démo avec lui, intitulée The Beginning. Peu de temps après la sortie de cette démo, Dallas Ward et Kenny Bamber quittent le groupe, laissant les postes de chanteur et de bassiste vacants. Débarque alors dans Morbid Angel un deuxième guitariste du nom de Richard Brunel, le seul qui saura techniquement égaler le grand Azathoth. En cours d'année, ils enregistrent Abominations of Desolations, un premier album finalement considéré par Trey Azathoth comme une démo et qui ne verra sa sortie que bien plus tard, quand le groupe aura décollé. Sur ce disque, c'est Mike Browning, le batteur, qui enregistre les vocaux et les parties de basse sont enregistrées par un certain Sterling von Scarborough. Ce fameux bassiste et Mike Browning quittent le groupe, laissant seuls les deux guitaristes. C'est alors que ces derniers font la rencontre de celui qui deviendra le frontman du groupe, j'ai nommé David Vincent. À ne pas confondre avec l'autre David Vincent de la série Les Envahisseurs. Les Envahisseurs, avec David Vincent, dans le rôle de David Vincent. Un jour, j'ai rencontré des extraterrestres. Ils m'ont kidnappé dans leur soucoupe et ils m'ont tripoté l'anus. Des liens. Ils engagent donc cet ex-membre du groupe de grindcore Terrorizer en tant que chanteur-bassiste possédant un véritable talent vocal qui en fait, perso, mon chanteur de death favori. Ils trouvent également un nouveau batteur, Wayne Hartzell, et enregistrent une autre démo intitulée Thy Kingdom Come. Wayne Hartzell quitte le groupe et Morbid Angel se retrouve de nouveau à la recherche d'un nouveau batteur. C'est David Vincent qui propose d'engager son ex-collègue du groupe Terrorizer, le légendaire Pete Sandoval, aussi connu sous le nom de Commando. Bien que certains affirment faussement que c'est lui qui a inventé le blast beat, il est quand même le premier batteur à avoir introduit cette technique dans l'univers du death metal. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore que le blast beat, en voici un petit exemple. Seulement 3 mois après avoir accueilli Sandoval, Morbid Angel rentre au Mori Sound Studio, studio de référence dans le death et le thrash, pour enregistrer leur premier véritable album. Il faut savoir que Pete Sandoval a découvert l'utilisation de la double pédale au moment d'entrer en studio et d'enregistrer le disque. Ce mec est un véritable hyperactif et sa méthode de travail le démontre bien. Il travaille sans cesse sa technique et sa rapidité de frappe jusqu'à ce qu'il s'écroule de fatigue sur le sol dans une flaque de sa propre sueur. À ce moment-là, il fait une sieste de quelques minutes et se réveille pour remonter illico sur son siège de batterie.
Un pote à moi, ingénieur du son, m'a raconté qu'un soir il bossait pour Morbid et qu'au moment de faire les balances, Pete Sandoval était toujours en train de dormir. Mon pote leur a donc demandé d'aller le réveiller pour pouvoir faire le soundcheck de la batterie, mais on lui a répondu qu'il valait mieux pas. Le reste du groupe a finalement sorti le batteur de son sommeil seulement 10 minutes avant de monter sur scène. Il s'est levé, a calé ses pieds bien au fond de ses Rangers, puis s'est précipité sur sa batterie pour jouer comme s'il était possédé. C'est le genre de mec qui ne connaît pas d'état intermédiaire. Avec lui, c'est binaire, on ou off. Le groupe signe un contrat avec le label E-Rake et sort son premier album officiel, Altars of Madness. À l'époque où ce style existait déjà depuis quelques années, on avait encore du mal à tracer des limites claires et précises entre le thrash metal, le grindcore et le death metal. Avec ce disque lourd, nerveux, au solo venu d'une autre dimension et une ambiance glauquissime, Morbid Angel révolutionne le death metal. Si des groupes comme Death, Carcass, Possessed ou Obituary sont considérés comme les inventeurs du death metal, on peut admettre que Morbid Angel sont ceux qui ont parachevé le style. On peut remarquer qu'il y a toujours des précurseurs pour créer un nouveau style musical, puis une deuxième génération d'artistes pour le développer et l'amener à un niveau de maturité supérieur. Pour moi, Morbid Angel font partie de cette deuxième catégorie. À cette époque, Trey Azagtod possède déjà une technique de guitare hallucinante, éliminant toute forme de concurrence possible dans ce style. Tenez, écoutez-moi ce petit solo. Quelques années plus tard, Eric Clapton lui-même déclarera dans une interview qu'il considère Trey Azagtod comme l'un des meilleurs guitaristes qui soit. Eh, c'est pas rien! Le groupe part en tournée pendant toute l'année pour promouvoir cet album qui fait parler d'eux partout dans le monde avec Napalm Death, Carcass et Bolt Thrower. Pour la petite anecdote, un jour où David et Trey écoutent le disque d'un groupe extrême jouant avec une boîte à rythme, ils font croire à Pete que c'est un véritable batteur qui joue sur cet album et qu'il est beaucoup plus rapide que lui. Dégoûté, Pete Sandoval s'enferme pendant plusieurs jours dans son local de répète pour améliorer son niveau. C'est seulement quand il réussit à jouer plus vite que cette boîte à rythme que David et Trey avouent lui avoir fait une plaisanterie. Quel sacré déconneur ces deux! Au début de cette année, Morbid Angel retourne au Morrisound Studio pour produire et sortir leur deuxième album, Blessed Are the Sick. La qualité du son et des compos est encore bien supérieure au précédent, sauf pour le dernier morceau de l'album quand même. Non, sérieux, même moi je faisais mieux quand j'étais gosse avec mon clavier, bon tant pis. Les riffs de guitare sont encore plus torturés, la voix de David Vincent encore plus rauque, et le jeu de Pete Sandoval n'est pas qu'une démonstration de technique et de vitesse. Il sait mettre en valeur chaque partie des morceaux avec des rythmes et des breaks astucieusement placés. La pochette de l'album... Merde, non, c'est pas celle-ci. La pochette de l'album est une œuvre du peintre Jean Delville intitulée Les Trésors de Satan, et Trey Azagtod dédie ce disque à Mozart, une de ses plus grandes influences musicales. Profitant du succès du groupe, le label E-Rake sort quand même ce fameux disque considéré par le groupe comme une démo, Abominations of Desolation. Morbid Angel repart sur les routes pour promouvoir Blessed Are the Sick, puis se sépare de leur guitariste, Richard Brunel. Celui-ci commence à taper de plus en plus de coke et ses performances s'en font ressentir. Avant de rentrer en studio pour enregistrer leur troisième album, ils en profitent pour signer un contrat avec le label Giant Records, une filiale de la major Warner Bros. Toujours au Morrisound Studio, ils enregistrent ce disque en trio, sous la houlette du producteur Flemming Rasmussen. Pour ceux qui ne savent pas qui est ce monsieur, il a produit pas mal d'albums de groupes tels que Rainbow, Blind Guardian et a travaillé sur les albums de Ride the Lightning, Master of Puppets et Injustice for All de Metallica. Après l'enregistrement, cette fois-ci l'album est mixé au Sweet Silence Studio chez Rasmussen à Copenhague.
troisième album de Morbid Angel sort sous le nom de Covenant et fait l'effet d'une véritable bombe atomique dans le milieu du death metal, puisqu'encore à ce jour il reste l'album le plus vendu dans ce style. Le son est encore plus précis et plus clair qu'auparavant, ce qui n'enlève rien à la lourdeur et à l'ambiance malsaine propre aux compositions complexes et torturées du groupe. Grâce à l'utilisation de guitares à 7 cordes, Trey Azagthoth repousse encore les limites du genre et confirme son statut de pionnier. Moi, le titre de chanson que j'ai le plus apprécié sur cet album, c'est World of Shit. Pourquoi? Eh ben parce qu'il me rappelle ce bon vieux George Abitbol. Ah, monde de merde. Mis à part le titre de cette chanson, l'album ne manque pas d'inspiration et est très abouti. Cette année, le groupe entame une immense tournée à travers l'Europe, entamée l'année précédente en compagnie du guitariste Eric Rutan. Richard Brunel fait un bref retour sur scène avec Morbid lors de leur tournée américaine avec Motörhead et Black Sabbath. C'est à cette période que Lemmy découvre en backstage que David Vincent collectionne lui aussi divers objets issus de la Seconde Guerre mondiale, mais y voue un culte particulier proche du fanatisme. Lemmy déclarera plus tard qu'il lui aurait sonné les cloches en lui expliquant, je cite, qu'il y a une grande différence entre collectionner des reliques nazies et vénérer les enfoirés à qui elles ont appartenu. Le groupe se permet le luxe de sortir 2 clips largement diffusés dans les émissions rock des chaînes musicales telles que MTV pour les morceaux Rapture et God of Emptiness. Ceci leur apporte encore plus de succès et leur nouvel album se vend à plus de 150 000 copies. Pour un groupe de death metal, comme dirait Fabrice Lucchini, c'est énorme! Eric Rutan, qui devait au départ seulement assurer la deuxième guitare en live, est intégré comme membre officiel du groupe et participe à l'écriture de l'album suivant. Le disque sort au mois de mai et s'intitule Domination. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les titres des albums de Morbid se suivent par ordre alphabétique. Rappelez-vous, il y a Altar of Madness, Blessed Are the Sick, Covenant, puis Domination. Trey Azagthoth précisera plus tard dans une interview que pour les 2 premiers albums, ce n'était pas voulu, mais qu'à partir du 3e, ils ont décidé d'en faire une tradition. Bref, ce 4e album voit le jour avec des compositions plus groovy et un poil plus mélodiques, avec des thèmes de chansons encore plus centrés sur la mythologie sumérienne, Lovecraft et l'Empire romain, et un peu moins de satanisme classique. Ce disque sort dans un boîtier en plastique vert transparent, respectant le code couleur de la pochette. Une version série limitée est également prévue, appelée Slime Pack, en référence au morceau Where the Slime Live, avec une pochette en plastique à double paroi contenant du slime. Malheureusement, cette version ne sera jamais commercialisée, puisque les pochettes n'étant pas assez solides, se brisent et laissent s'écouler tout le slime dans les cartons de livraison. Un épisode qui ne détonnerait pas dans un film comme This is Spinal Tap. Un clip pour illustrer le titre Where the Slime Live est réalisé, puis Morbid Angel s'engage dans une tournée mondiale qui durera près de 2 ans à travers le monde. La fin de cette tournée aboutit sur un premier album live intitulé Entangled in Chaos, puis sur le départ de David Vincent. Les fans sont choqués par ce dernier événement et beaucoup pensent que le groupe est mort. Après le départ de David Vincent, donc, le groupe recrute Steve Tucker au chant et à la basse, puis se lance dans la production d'un 6e album studio. Formulas Fatal to the Flesh sort au mois de février, et comme le veut la tradition, le titre de ce 6e album commence par un F pour suivre l'ordre alphabétique et comporte 3 F dans son titre. F étant la 6e lettre de l'alphabet, on retrouve donc le fameux 666. Cet album, pourtant riche en créativité et marquant un retour aux sources avec une production moins étoffée, peine à obtenir du succès auprès des fans, encore sous le choc du départ de David Vincent. S'ensuivent presque 2 ans de tournée à travers le monde avant d'entamer la production d'un nouvel album. Gateways to Annihilation sort et est salué par la critique et apprécié des fans, qui durant la tournée précédente ont pu constater sur scène que Steve Tucker est finalement un successeur respectable de David Vincent. Cet album est considéré par les fans comme étant le meilleur depuis Covenant.
Angel partent en tournée durant les 2 années qui suivent avec des groupes tels que Slayer et Pantera. À la fin de cette tournée, le guitariste Erik Rutan quitte le groupe pour se consacrer pleinement à son autre groupe, Hate Eternal. Il est donc remplacé par le guitariste Tony Norman. Cette année, le groupe produit et sort le dernier album avec Steve Tucker, Heretic. Si l'album précédent faisait presque l'unanimité, ce dernier est considéré par les fans hardcore comme le pire jusqu'ici. C'est l'année du grand retour de David Vincent, après presque 10 ans d'absence. Morbid repart donc sur la route avec le trio Isaac Todd, Sandoval et Vincent, accompagné d'Erik Rutan comme second guitariste, récupérant ainsi tous les fans qui leur ont tourné le dos durant ces dernières années. Morbid annonce qu'il travaille sur un nouvel album, ce qui provoque l'enthousiasme des fans de la première heure. Il change également de second guitariste et embauche Destructor, alias Thor Anders Myron, du groupe Zyklon. Malheureusement, Pete Sandoval doit stopper momentanément sa carrière de batteur à cause d'une hernie discale et se fait hospitaliser. Il est remplacé par Tim Young, ex-membre de Hate Eternal, et considéré comme un des batteurs qui a la plus grande vitesse de frappe à la grosse caisse au monde. Cette année sort enfin l'album que tous les fans attendent depuis Covenant. Ce disque s'intitule Illud Divinum Insanus, mais est malheureusement une grande déception, et ce à cause du dangereux mélange d'électro dans la plupart des morceaux. Imaginez du death metal à la sauce gabber ou techno hardcore. Perso, je trouve pas si pourri cet album, mais avouez qu'il y a quand même de quoi être surpris, surtout venant de la part d'un groupe comme Morbid qui a autant contribué à développer le death metal. Il y a tout de même sur ce disque un morceau que je trouve vraiment couillu et qui s'appelle I'm Morbid. On s'écoute un extrait. We stand together now, while the damning from on high. These storms are roaring from death, are screaming to the sky. Run morbid, morbid. Suite à la déception générale de ce dernier album, cette année-là, à partir du mois de novembre, ils entament une tournée à travers les States pour fêter les 20 ans de la sortie de l'album Covenant. Et comme c'est la mode en ce moment, il va de soi qu'ils jouent la totalité des titres de l'album sur scène. Alors qu'on s'attendait bientôt à revoir Sandoval rejoindre le groupe, David Vincent confie dans une interview que Pete a trouvé la foi en Jésus notre sauveur. Alléluia mes frères! Ce qui rend totalement incompatible le retour du batteur dans le groupe. Mais putain Pete, mais qu'est-ce qui t'a pris de croire en Dieu tout à coup? Pour conclure, je dirais que Morbid Angel est sans aucun doute un groupe incontournable du death metal, mais également du metal en général, et je ne peux que vous conseiller d'écouter leurs albums Blessed Are the Sick et Covenant si vous n'êtes pas encore familiarisé avec leur style. Une chose est sûre, c'est que durant leurs 7 premières années, ils auront su distiller un death glauquissime, tout droit sorti des marécages de la Floride, comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Pour la petite anecdote de fin, Trey Azektot est un gros fan de manga japonais, son préféré étant Ranma 1/2, et lors des interviews, les journalistes ont souvent affaire à un type sympathique et très bavard, toujours disposé à expliquer son approche de la musique. Comme quoi on peut être un musicien aux compositions plus obscures que le trou du cul d'un gorille en pleine nuit, et ne pas manquer de positivité et d'humour. Alors comme le veut la tradition depuis le début de Poil au Rock, je me permets de faire un peu de promo pour des potes de Paris cette fois-ci. Il s'agit des hardcoreux de Hardweg et de leur clip Insane, avec qui on a eu plusieurs fois l'occasion de jouer avec les énervés. D'ailleurs, j'en profite pour les saluer, en hommage à une fameuse soirée en Bourgogne qui s'était finie vers midi. Je vous annonce également ma collaboration avec le site hornsup.fr, qui réunira plusieurs médias métal, tels que Two Guys One TV ou le webzine usine.org, et qui sera accessible dès le 24 janvier 2015. Vous pouvez donc noter cette date dans vos agendas et jeter un coup d'œil sur la chaîne de Two Guys One TV si vous ne les connaissez pas encore. Voilà, en attendant le prochain épisode de Poil au Rock, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mes couilles, si c'est pas déjà fait depuis le temps que je vous saoule avec ça, et me retrouver sur Facebook ou Twitter. D'ici là, restez authentiques et mettez une petite laine parce que l'automne il arrive.